Plutôt que d'attendre bêtement le game over ultime, certains réfléchissent sérieusement à plier les Gaules une bonne fois pour toutes et à partir loin, très loin de ce caillou qu'on appelle la planète Terre. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Faisons un point rapide sur la situation. La biodiversité, ce n'est pas terrible. Le climat, pas mieux. Les ressources naturelles, dans le rouge. La population, toujours plus nombreuse. Les différents rapports des scientifiques, tout le monde s'en tartine le fion depuis des lustres. La Terre s'est formée il y a 4,567 milliards d'années. Tout se passait à peu près bien jusqu'au moment où l'homme, qui jusqu'à présent se tenait tranquille, décide de tout faire pour s'anéantir lui-même depuis la seconde moitié du 19e siècle avec la révolution industrielle, au nom du progrès et du développement. On ne va pas se mentir, l'avenir pue quelque peu du derche. Beaucoup s'en foutent, d'autres attendent des solutions, des prises de conscience, tandis que certains sont plus fatalistes et se disent que quelque chose va arriver. Aujourd'hui, on ne va pas se poser la question de comment on pourrait survivre dans un monde hostile, ni de prédire quand et sous quelle forme cela pourrait arriver. Partons de l'hypothèse qu'on n'a scrupuleusement rien fait pour arranger les choses et que notre bonne vieille Terre est définitivement, irrémédiablement plus capable de nous fournir de quoi survivre. La solution serait l'exode, l'abandon de la Terre. Mais plusieurs questions se posent. Est-ce réellement faisable? L'espèce humaine peut-elle avoir un autre habitat que celui qu'elle a toujours connu? Et après avoir ravagé la Terre, faut-il aller faire pareil ailleurs? Allez, quand faut y aller, faut y aller. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de faire une précision quant au contenu de la vidéo qui va suivre. Maître, il y a un ou deux nota bene, deux ou trois quiproquos. Le but ici ne va pas être de réellement rentrer dans le détail. Il y a quantité de vidéos sur YouTube qui traitent du sujet de l'exode spatial de manière exhaustive, et quantité de chaînes YouTube dédiées exclusivement à la vulgarisation de l'astronomie, comme AstronoGeek, Le Petit Astronome, Hugo Lisoire, 12 Parsec, enfin à peu près, ou encore Stardust pour ne citer que. Nous alors, j'y crois pas. C'était pas si lourd ce mouchoir. Oui, Superama aussi bien sûr. Enfin bref, tout ça pour dire que le but ici n'est pas de réellement rentrer dans les détails, mais plus d'avoir une vision d'ensemble des choses. Le postulat de base est donc le suivant. L'apocalypse est là, et l'exode spatial semble être la meilleure ou à minima la seule solution pour survivre. Bon, là, déjà et tout à fait entre nous, il faudrait vraiment un gros truc pour qu'au final, il nous reste que cette solution. Mais, admettons. Autre chose, ici, il ne sera pas question de coloniser une autre planète. On va se contenter d'un vaisseau spatial, et croyez-moi, rien que là, ce n'est pas gagné d'avance. Aller dans l'espace, on sait le faire depuis un petit bout de temps. Enfin, quand je dis dans l'espace, je devrais plutôt dire qu'on a à peine quitté notre planète et qu'on a fait quelques kilomètres. Qu'on soit bien d'accord, je ne minimise en rien tout ce qui a été fait, mais à l'échelle de l'univers, on a à peine sorti les poubelles sur le bord de la route. C'est Yuri Gagarin qui est le premier être humain à effectuer un vol dans l'espace le 12 avril 1961, et à ce jour, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, à peine 600 hommes et femmes sont allés dans l'espace, ce qui n'est pas énorme, on ne doit pas se mentir. Si à une époque lointaine, on pensait que le futur serait fait de vaisseaux spatiaux capables d'aller visiter toutes les planètes de notre système solaire, en vérité, ils sont tout juste capables d'emmener un équipage réduit, et encore, même pas au-delà de la Lune. Le problème, en définitive, est parfaitement connu. Les moyens, le blé, la thune, le flouze, la moula. Aller dans l'espace coûte excessivement cher à cause d'une seule et unique raison, la gravité. Et oui, la force pour arracher les quelques milliers de tonnes à la Terre est colossale, et si les progrès n'ont pas été significatifs depuis des décennies, c'est tout simplement parce que financièrement et idéologiquement, il n'y a pas grand chose à récupérer. Les programmes spatiaux, au-delà de l'aspect scientifique, ne rapportent pas des masses en vérité. Si à une époque on pouvait se permettre de balancer des millions et des millions dans ce domaine, c'était surtout pour montrer au monde que l'on pouvait le faire. La course à l'espace, durant la période de la guerre froide, en est le parfait exemple, et d'ailleurs, depuis que les Américains ont montré qu'ils avaient la plus grosse, il n'y a eu plus rien de bien intéressant. Année après année, crise après crise, les budgets ont considérablement réduit. Cela étant, ça avait tendance à repartir depuis quelques temps. Les raisons, les mêmes qu'à l'époque, réaffirmer sa domination, notamment face à la Chine. Mais ça n'a pas duré. Pas mal de projets ont été stoppés net à cause des derniers événements en date. Je veux bien entendu parler de la pandémie et du difficile redémarrage du monde qui a suivi. L'exploration spatiale, et par extension le sujet qui nous intéresse ici, l'exode spatial, c'est un domaine qui peine à décoller. Si à chaque fois que l'on parle de projets avortés, c'est la question de l'argent qui revient sur le tapis, c'est parce qu'à notre époque, nous ne disposons pas encore d'une technologie digne de ce nom. Pour résumer, pour
pour l'instant, on est limité question poids à arracher de la Terre, et plus de poids, donc plus de matériel, d'équipage et d'ambition, veut dire plus de moyens à mettre en œuvre, du développement jusqu'au décollage du bousin. Concernant les moteurs, par exemple, une fois de plus, en très gros et sans forcément rentrer dans les détails, ils n'ont pas réellement évolué de manière spectaculaire depuis les tout premiers. D'après Stéphane Mazoufre, directeur de recherche au CNRS, les moteurs actuels utilisés le seront encore pendant de nombreuses décennies, voire plusieurs siècles. Ils sont à l'heure actuelle les plus puissants et ceux qui génèrent la poussée la plus grande. C'est en définitive la seule technologie en notre possession qui est capable de faire ça, un point de vue partagé par Richard Edman, ingénieur en propulsion spatiale. Pour résumer, pourquoi s'emmerder à gaspiller de l'argent sur des trucs dont on ne sait pas si cela va fonctionner quand on a à notre disposition des moyens qui ont fait leurs preuves. Il suffit d'y apporter des modifications mineures histoire d'améliorer le truc sans prendre de risques. Bon, et si demain la population terrestre devait finalement quitter la Terre, devenue invivable, comment pourrait-on faire? Cette question, beaucoup se l'ont posée, autant du côté des ingénieurs que du côté des auteurs d'œuvres de science-fiction. Quantité de projets ont été imaginés et envisagés. En 1929, John Desmond Bernal imagine une sphère, la sphère de Bernal, une mégastructure spatiale constituée initialement d'une sphère de 16 km de diamètre remplie d'air et capable d'embarquer près de 30 000 personnes. Si dans sa version originale, la sphère ne tourne pas et n'engendre donc pas de gravité artificielle, dans les versions du physicien Gerard O'Neill en 1975, la sphère est plus petite et tourne à une vitesse d'environ 2 tours par minute pour engendrer une pesanteur d'une gravité terrestre. Toujours en 1975, une étude de la NASA dirigée par Gerard O'Neill, encore lui, propose le Thor de Stanford. Un Thor, pour les non-initiés, c'est en gros un donut. Mégastructure composée d'un ou deux donuts d'idéalement 1,8 km de diamètre, il devait tourner une fois par minute pour fournir une gravité équivalente à celle de la Terre au niveau de l'anneau extérieur et leur taille était prévue pour héberger jusqu'à au moins 10 000 résidents permanents. Au cours de la même année, la NASA publie une série d'études sur le sujet réalisées en collaboration avec plusieurs universités. Ce qui en découle est que pour que la colonisation spatiale soit possible, il faut envisager des milliers de lancements, ce qui nécessiterait un système de lancement bien plus économique que les fusées de l'époque. Qu'à cela ne tienne, la NASA relève le défi et entreprend de développer la navette spatiale américaine. Au départ lanceur réutilisable, elle ne sera finalement que partiellement réutilisable en raison des coûts de développement et des restrictions budgétaires à la suite de l'arrêt progressif de la course à l'espace après la conquête de la Lune. Des endroits conçus pour habiter entre guillemets dans l'espace, il y en a pourtant bien eu. Skylab, lancé en 1973, la famille des stations spatiales soviétiques Salyut, lancée en 1971, la station spatiale Mir, qui fonctionnait encore en 2000, celle que l'on connaît tous, la station spatiale internationale, encore en service de nos jours, et la petite dernière en date, la station spatiale chinoise abrégée SSC. Avant même de savoir si on irait un jour dans l'espace, l'idée d'y construire un habitat était envisagée, et comme on peut le voir, c'est en fait partiellement faisable. Alors, pourquoi est-ce qu'au final, il n'y a pas de structure bien plus grosse? Parce que c'est compliqué et surtout, c'est cher. Pour l'ISS, il a fallu qu'une quinzaine de pays mettent la main au larfeuille et une quarantaine de vols pour amener tout le matos là-haut. Pour info, la station spatiale internationale est le plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre. Elle s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur et a une masse d'environ 450 tonnes. Pas ce qu'il y a de mieux donc pour faire vivre des populations entières, d'autant qu'il faut ajouter à tout ceci les problèmes de la vie courante comme manger, dormir, chier. C'est pour cette raison qu'on envoie des robots faire le boulot à notre place. C'est plus léger et beaucoup moins contraignant qu'un humain. Après l'arrêt de la course à l'espace qui était lié à la guerre froide et une pause une fois que le monde a pu valider le concours de braguettes, le concept de colonisation de l'espace est revenu, mais il est devenu moins ambitieux et plus réaliste. Petite précision au passage, ici je parle bien évidemment du domaine public et scientifique, je n'aborderai pas la partie commerciale, même si tout à fait entre nous, au vu de l'argent qu'il y a à se faire, c'est à terme probablement Elon et toute sa clique qui proposeront des hôtels grand luxe dans l'espace pour clients fortunés. Cela étant, en cas d'apocalypse, je pense que vous pourrez bien aller vous brosser pour avoir une piole. Tu peux te brosser, Martine. Et demain alors, au-delà des délires mégalos des ultra riches, qu'y a-t-il vraiment de prévu? Eh bien, de manière extrêmement résumée, parce que sinon la vidéo ferait 48 heures, demain, il est question du projet Artemis, une série de missions qui a pour but de retourner sur la Lune pour y faire des expériences, y habiter et pourquoi pas, à terme, de faire en sorte que les fusées décollent de là-bas pour aller sur Mars. C'est con? Pas tant que ça en fait. La gravité est bien moins importante sur la Lune et du coup, ce serait plus simple pour aller après sur Mars. Mais encore une fois, on ne prend pas réellement de risques et on ne rêve pas plus que ça. C'est une technologie que l'on connaît et qu'on maîtrise, rien de bien foufou. Le lanceur SLS par exemple, la fusée chargée d'envoyer tout le fatras là-haut, n'a pas de différence majeure avec la fusée Saturne V développée dans les années 60 par la NASA. Dans les faits, elle est juste plus grosse.
Encore une fois, je ne dénigre pas tout ce qui va être fait, bien au contraire. C'est même peut-être mieux, en fin de compte, de réaliser des projets avec des trucs qui fonctionnent, plutôt que d'y aller la fleur au fusil en espérant une sorte de miracle. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu déçu. Ça parle de coloniser la Lune, puis Mars, mais finalement ce sera plus des événements scientifiques qu'autre chose. Ils sont où les gros vaisseaux tout droit sortis de la science-fiction, les immenses structures capables d'accueillir des milliers et des milliers de gens? Les chercheurs ne rêvent-ils donc plus? Pour tout dire, je m'interroge. Va donc méditer sur le sens de la vie, humain. Avec un peu de chance, tu mettras fin à la tienne. Putain, mais vous êtes encore là, vous? Qui vous a dit que vous deviez intervenir? Mais c'est écrit là, exode spatial, et si l'humanité fuyait la Terre pour survivre. Fit Superama. Mais j'ai pas encore fini. Non mais là je vais le faire, c'est trop long. Je sais pas trop comment je dois le prendre là. Wow. Procédure de prise de contrôle du bunker en cours. Procédure terminée. Bon, pour résumer, l'espace c'est cher et c'est pour ça que c'est réservé qu'aux scientifiques, pour le moment. Non, parce que c'est bien gentil de vouloir aller dans l'espace pour voir les étoiles, la Lune et compagnie, mais en réalité, c'est pas une partie de plaisir. Je sais de quoi je parle. En 2006, la NASA a défini une liste de risques associés à la santé, à la sécurité et aux performances d'un équipage durant une mission spatiale. Risques qui affecteraient aussi des colons dans l'espace. Cette liste en comprend 45. 45 ? Je te préviens, je vais pas tous les faire. L'ostéoporose, les troubles du rythme cardiaque, la diminution des fonctions cardiovasculaires, les problèmes de contamination de l'air et de l'eau, les allergies, la réduction de la masse musculaire, de la force et de l'endurance, les problèmes de santé qu'on peut pas gérer comme sur Terre. Vous imaginez une gastro en apesanteur ? C'est un truc à retapisser tous les murs du machin. Bon, après, il y a tous les risques psychologiques, le manque de sommeil, la désorganisation des rythmes circadiens, le risque de partager une piole avec des connards. Les dangers physiques sont principalement causés par l'impesanteur, mais d'autres risques attendent les colons, par exemple les radiations cosmiques. Le taux d'exposition en radiation naturelle et cosmique d'un astronaute est 100 à 1000 fois supérieur que celle sur Terre. Et les rayons cosmiques, ça vous transforme pas en Captain Marvel, ça vous détruit l'ADN. En fait, le plus gros problème de l'homme dans l'espace, c'est l'homme. Parce qu'en plus de tout ça, 40% des astronautes se sont retrouvés confrontés au mal de l'espace. C'est-à-dire nausées, vomissements, suées, bref, un lendemain de cuite de plusieurs jours, mais sans la cuite, et avec plusieurs lendemains. Procédure de libération de l'humain vivant dans ce bunker. Procédure terminée. Ah, tout de même. Bon, tout ça pour dire que le jeu n'en vaut donc pas nécessairement la chandelle. Notre technologie actuelle ne nous permet pas d'envisager une éventuelle fuite à grande échelle dans l'espace, et comme on a pu le voir, l'humain, petite chose fragile, prendrait bien cher et risquerait bien plus sa vie là-haut que sur Terre. La question finalement que l'on devrait se poser avant de savoir si vraiment c'est faisable de s'envoyer en l'air, c'est pourquoi. Il n'y a pour ainsi dire pas de risque vraiment crédible. Quelle que soit la catastrophe envisagée, il est certain qu'il y aurait des survivants à un endroit ou à un autre sur Terre, que ce soit en Antarctique, sur certaines îles ou montagnes, sous terre ou dans des sous-marins au fond des mers. Même dans le cas d'une guerre nucléaire totale par exemple, l'hiver nucléaire qui s'ensuivrait sur Terre ne parviendrait pas à rendre la totalité du monde inhospitalier. En cas de cataclysme, il y a fort à parier qu'une bonne partie de notre capital intellectuel soit préservée dans la mémoire des survivants. C'est beaucoup plus facile de reproduire une invention quand on sait qu'elle est possible et qu'on dispose de rudiments techniques, plutôt que de repartir de zéro sans aucune idée du champ des possibles. On peut même imaginer créer en sous-sol, aux quatre coins de la Terre, des sauvegardes technologiques remplies d'engins et outils pouvant s'avérer utiles en cas de désastre. Cela rendrait possible une reconstruction bien plus rapide qu'on ne pourrait le croire. Il est quasi certain que des hommes sur Terre survivraient à une guerre nucléaire totale en se terrant au fond des mers ou sous terre. Que la civilisation en prenne un grand coup, c'est probable. Que l'homme soit rayé de tous les recoins de notre planète lors d'une catastrophe, c'est fantaisiste. C'est vrai qu'à très long terme, d'ici 500 millions à 1 milliard d'années, notre soleil va faire bouillir nos océans, détruisant toute forme de vie au passage. Mais 500 millions à 1 milliard d'années, c'est très long. Rien ne presse donc. Plus le temps passe, plus notre technologie s'améliore et qui sait, peut-être que d'ici là, on saura comment faire pour déplacer la Terre et l'éloigner du Soleil et ainsi nous sauver. Mais d'ici là, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on veuille vraiment quitter la Terre? Un astéroïde ou un supervolcan qui pourrait nous détruire? Un virus conçu en laboratoire? Une guerre nucléaire? La création accidentelle d'un micro-trou noir? Ou l'apparition d'une technologie très dangereuse qui pourrait sonner le glas de notre espèce? Parmi les fins les plus fantaisistes
existe, il y a le sursaut de rayons gamma qui se produit lors de la fusion d'une étoile à neutrons et d'un trou noir, mais aussi lorsqu'une étoile massive a fini par épuiser son combustible et s'effondre pour former un trou noir. Si un sursaut gamma était dirigé vers la Terre et provenait de l'effondrement d'une étoile située à moins de 6000 années-lumière de nous, les conséquences seraient catastrophiques. Destruction d'environ 30% de la couche d'ozone pendant près d'une décennie, ce qui ferait que les rayons UV du soleil seraient 2 fois plus puissants et carboniseraient le phytoplancton, la base de la chaîne alimentaire océanique. Il y aurait des formations de grandes quantités d'oxyde d'azote dans l'atmosphère, entraînant des pluies d'acide, une diminution significative de la photosynthèse et l'effondrement d'environ 60% de la production alimentaire, ce qui déclencherait le chaos dans les sociétés humaines. Pourrions-nous être désintégrés par un sursaut gamma se produisant à proximité? La réponse est non. Même si des sursauts gamma sont détectés presque tous les jours, éparpillés de façon aléatoire dans tout l'univers, un tel événement est très improbable. Aucune étoile située à moins de 200 années-lumière de notre système solaire n'est d'un type qui risque d'exploser et de provoquer un sursaut gamma. Autre catastrophe, une supernova, l'ensemble des phénomènes dus à l'explosion d'une étoile. Une supernova présenterait une menace réelle si elle se produisait à proximité de la Terre, mais il n'y a pas de candidate assez proche pour pouvoir nous exterminer de la surface de notre planète. Une inversion du champ magnétique terrestre? Si dans un tel scénario nous serions en effet plus vulnérables, n'oublions pas qu'en plus du champ magnétique terrestre, nous sommes aussi protégés des rayons cosmiques et solaires par notre atmosphère. Un trou noir? La probabilité que l'un d'eux finisse par avaler la Terre est quasi nulle. Une tempête solaire? Notre soleil est une naine jaune, autrement dit, elle est assez stable pour encore très longtemps. Aucune éruption solaire ne pourrait nous être fatale. Un super volcan? Au pire, il plongerait la Terre dans le froid et l'obscurité pendant des années, un peu comme un hiver nucléaire, mais ce serait bien insuffisant pour faire rendre son dernier souffle à une espèce aussi adaptable que la nôtre. Au-delà des catastrophes naturelles, on peut également se poser la question d'évacuer à cause de catastrophes causées par l'homme lui-même. Le réchauffement climatique, par exemple, risque fort de déstabiliser nos vies, mais soyons réalistes 2 secondes. L'espèce humaine n'est pas menacée pour autant d'extinction pure et simple. Il y aurait des sécheresses, famines, mouvements de population sans précédent, guerres, morts par millions, mais pas au point de voir l'homme disparaître complètement. Un virus mortel conscient en laboratoire? Ouais. Paradoxalement, si un virus est trop dangereux et tue trop vite, il n'aurait pas le temps de se propager bien loin, puisqu'il mourra avec ses premières victimes sans avoir eu le temps de contaminer d'autres personnes pour assurer sa propre survie. Et à l'inverse, plus le temps d'incubation est long, plus cela laisse le temps à certains de développer une immunité. Les descendants des survivants pourraient donc repeupler la Terre. Une solution infiniment plus simple techniquement et revenant au même que la colonisation spatiale consisterait à créer dans des endroits isolés sur Terre des zones coupées du reste de la société et où on ferait vivre en relative autonomie des groupes d'humains. Qui a fait ça? Non, plus sérieusement, l'idée serait qu'on ne pourrait accéder à ces zones qu'après avoir transité dans des espaces de quarantaine aussi longtemps que jugé nécessaire pour s'assurer de l'absence de contamination par un quelconque agent infectieux. On pourrait même imaginer des espaces sous bulles, ne partageant même pas le même air avec le monde extérieur, mais qui le régénéreraient en circuit fermé pour minimiser les risques d'intrusion bactériologique par voie aéroportée. Ce genre de structure a déjà été testé par les soviétiques dans les années 70. Baptisé BIOS 3, il s'agissait d'un enclos en sous-sol de 315 mètres cubes où des équipes ont pu séjourner jusqu'à 180 jours en autarcie complète et où le CO2 était recyclé en O2 via la photosynthèse des plantes et des algues. Aller dans l'espace, c'est compliqué. Projeter de fuir la Terre, ça demande des moyens colossaux, surtout que l'on part de quasiment zéro, vu qu'aucun projet n'a vu le jour de manière concrète. Pourquoi? Tout simplement parce que la question de fuir la Terre pour survivre à une éventuelle catastrophe ne se pose pas. L'homme a une grande faculté à s'anéantir lui-même, cependant, on ne peut pas lui enlever qu'il a également une formidable capacité à tout faire pour survivre en milieu hostile. Un peu comme les cafards, quoi. Ouais, c'est une véritable invasion ici. Oui, moi aussi j'ai remarqué que j'étais réveillé. C'est vrai, partout je les vois, ces espèces de nuisibles visqueux, et à peine conscients, ils pullulent littéralement, tellement convaincus de leur supériorité qu'ils grouillent en gâchant totalement leur vie précaire.
absurde. Construire des colonies dans l'espace demande de la main-d'œuvre, de la nourriture, des matériaux de construction, de l'énergie, des transports, des communications, un environnement viable incluant la gravité et la protection contre les radiations. D'un point de vue psychologique, les habitants d'une colonie prendraient cher au quotidien. Isolés, obligés de vivre en parfaite harmonie avec leurs semblables, même si les stations sont grandes, il y aurait peu d'endroits où aller pour éviter de croiser les gens que l'on peut plus blairer et qui énervent. Les stations flottant dans le vide de l'espace seraient en réalité très vulnérables, et je pense que leur existence en tant que dernier espoir de l'humanité est juste bon à alimenter un fantasme tout droit tiré des œuvres de science-fiction. Comme je l'ai dit, il en faudrait vraiment pour qu'une telle décision soit prise. Si dans un tel contexte leur existence ne serait en définitive pas justifiée, le fait d'y penser pour par exemple coloniser l'espace, rendre plus agréables les longs trajets spatiaux, concevoir d'immenses laboratoires scientifiques est plus logique, et c'est là, en définitive, que les études sont les plus nombreuses. Mais comme je l'ai aussi dit au cours de la vidéo, par faute de moyens, par crainte de gaspiller l'argent du contribuable, une telle chose ne se fera jamais dans le domaine public. Ce rêve d'habiter dans l'espace, de se rendre sur Mars et même au-delà, c'est le projet fou des sociétés privées qui voient là une occasion unique de marquer de leur nom l'humanité tout entière. Cette vidéo se termine. Je remercie tout particulièrement Chloé et Alex de la chaîne Superama qui ont gentiment accepté de participer à cette chronique. Foncez vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est drôle, instructif, particulièrement bien écrit, la qualité est au rendez-vous, bref, c'est une chaîne vraiment excellente. Avant de partir chez eux, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. C'est là pour ça et YouTube aime bien. Que pensez-vous du fait de fuir la Terre? Seriez-vous vraiment prêt à tout abandonner? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à aller jeter un œil à la boutique si le cœur vous en dit, et à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique, et en attendant, je vous laisse avec Superama pour le mot de la fin. Ciao! Un mot de la fin? Zitom. C'est bien ça, Zitom. De l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ah ouais, c'est mieux que Zitom ça. Abonnez-vous.